Dans un petit quartier poussiéreux au cœur d'une ville en pleine expansion, vivait un homme que tout le monde appelait Malik le rêveur. Pour certains, c'était une moquerie. Pour d'autres, un compliment. Mais pour lui, c'était juste la vérité. Parce que Malik était un homme qui rêvait grand. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de bâtir quelque chose qui lui survivrait. Quelque chose qui changerait sa vie et, pourquoi pas, celle des autres. Malik avait grandi dans une famille modeste. Son père était maçon, sa mère vendait des légumes au marché. Il passait son temps à observer son père construire des maisons. Il se souvenait encore de ce jour, à 12 ans, où il demanda « Papa, comment tu fais pour transformer des briques en maison ?» Avec du temps, de la patience, et beaucoup d'erreurs, répondit son père en souriant. Cette phrase allait guider toute sa vie. À 25 ans, Malik décida de se lancer dans la menuiserie. Il voulait fabriquer des meubles solides, beaux, abordables, quelque chose qui aiderait les familles modestes comme la sienne. Avec ses économies, il acheta quelques outils d'occasion. Une scie un peu rouillée, un marteau cabossé, des morceaux de bois de récupération. Le premier meuble qu'il fabriqua était bancal. Il tomba dès qu'on posa quelque chose dessus. Ce fut son premier échec. Mais il sourit malgré tout. Juste une erreur. J'apprendrai. Avec le temps, Malik améliora sa technique. Mais à chaque fois qu'il pensait avoir trouvé la solution, quelque chose tournait mal. Échec 2, le bois se fendit. Échec 3, un client annula. Échec 4, il coupa une planche trop courte. Échec 5, son mini-atelier prit feu à cause d'un court-circuit. Échec 6 à 10, personne ne voulait acheter ce qu'il fabriquait. Les voisins murmuraient. Il n'est pas fait pour ça. Il devrait laisser tomber. Mais Malik continuait. Il y avait cependant quelqu'un qui croyait en lui, son petit frère, Idriss. Idriss était son premier fan. Il l'observait fabriquer, démonter, recommencer. Chaque fois que Malik échouait, Idriss posait une main sur son épaule et disait « Tu n'as pas perdu, grand frère. Tu as appris. » Mais Idriss tomba malade. Très malade. Et Malik, qui avait déjà peu d'argent, dut travailler encore plus pour l'aider. Il enchaînait les petits boulots. Gardien de nuit, livreur, manœuvre, même plongeur dans un restaurant. Ces années furent les plus dures de sa vie. À 35 ans, Malik en était à 52 échecs. Cela faisait 10 ans qu'il essayait, chutait, se relevait. 10 ans de fatigue. 10 ans de critiques. 10 ans de solitude parfois. Même sa mère lui dit un soir. « Malik, peut-être que ce rêve n'est pas pour toi. » Ces mots lui transpercèrent le cœur. Il aimait sa mère plus que tout, mais il ne pouvait pas abandonner. « Maman, si j'abandonne, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. » De 35 à 40 ans, Malik continua. Échec 53, 54, 55. 60. 70. 80. À chaque nouvelle tentative, il perdait un peu plus d'argent. Il perdait des heures de sommeil. Il perdait parfois espoir. Les gens du quartier disaient « Il est devenu têtu comme une pierre. Il est obsédé. Il va finir fou. » Mais au fond, Malik savait une chose. S'il arrêtait, alors c'est là qu'il aurait réellement échoué. À 42 ans, il en était à 83 échecs, et cette année-là fut la plus terrible. Il perdit son atelier. Une inondation emporta toutes ses machines. Il n'avait plus rien. Cette nuit-là, Malik s'assit dans la boue, sous la pluie, et pleura pendant des heures. Il se dit « Je suis fatigué. Peut-être qu'il est temps d'arrêter. » Mais dans le silence de la nuit, il repensa aux paroles de son père. Avec du temps, de la patience, et beaucoup d'erreurs. Et il décida de continuer. Le 99 échec fut le plus douloureux. Il avait investi tout ce qu'il lui restait dans une machine d'occasion, qui tomba en panne le premier jour. Ce fut la goutte de trop. Ce soir-là, Malik resta des heures devant son miroir. Il regarda son visage fatigué, ses cernes profondes, ses mains abîmées. Si j'arrête maintenant, tout sera fini. Mais si j'essaie encore une fois, peut-être, juste peut-être.
Puis il murmura. La 100e sera la bonne. Malik prit un nouveau départ. Il loua un petit garage abandonné, nettoya tout, répara les murs, fabriqua ses propres étagères. Il emprunta des outils aux voisins. Il resta des nuits blanches entières à réaliser des plans. Cette fois, il choisit un style de meubles différent. Plus moderne, plus solide, plus beau. Il posta des photos sur Internet. Il se rendit dans les marchés. Il alla frapper aux portes des hôtels, des restaurants, des bureaux. Et un jour, une grande entreprise d'aménagement vit son travail. Ils lui commandèrent 30 meubles personnalisés. C'était sa première grande commande. Chapitre 10. La réussite. En un an, Malik passa de l'homme qui échoue à l'homme qui inspire. Son atelier employa 6 personnes. Puis 12. Puis 30. Puis 50. Il devint un exemple dans toute la région. Les mêmes gens qui se moquaient de lui venaient demander du travail. Les mêmes voisins qui ricanaient disaient maintenant: on a toujours cru en lui. À 60 ans, Malik était devenu un véritable pilier du quartier. Il donnait des conférences, formait des jeunes, finançait des projets. Lorsqu'on lui demandait le secret de sa réussite, il disait: j'ai échoué 99 fois, mais chaque échec m'a rapproché de la 100e. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est un chemin qui y mène. Et il ajoutait: le seul vrai échec, c'est d'abandonner. Morale de cette histoire. Tu peux chuter 99 fois, tant que tu te relèves la 100e. Ceux qui rient aujourd'hui te respecteront demain. Le succès appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Tu n'es jamais trop fatigué, trop pauvre, trop vieux pour recommencer.